Allô? Oui, bonjour à tous, je m'appelle Vincent Guinet, je suis actuellement interne en 5e semestre en réanimation chirurgicale au crânien Bicêtre et je vais vous présenter ce travail qu'on a fait avec Benjamin sur la fibrillation atriale en réanimation et en particulier sur la stratégie contrôle du rythme versus contrôle de fréquence. On commence avec un petit peu d'épidémio. On sait qu'en population générale, environ 1% des patients sont atteints de fibrillation auriculaire et ce chiffre monte à 10% en réanimation. On va essayer de savoir pourquoi. On sait qu'en ville, les facteurs principaux pour développer une fibrillation atriale, c'est principalement des facteurs de risque cardiovasculaire, avec l'âge, le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque chronique et les valvulopathies. Tout ça va conduire à une inflammation systémique qui va in fine avoir des effets sur le remodelage au niveau cardiaque et favoriser l'AFA. On va aussi avoir un rôle de tachycardie prolongée qui va modifier l'activité ionique au niveau cardiaque et entraîner un remodelage électrique. Donc tous ces facteurs vont créer un substrat rythmogène qui vont faire ou non passer le patient en fibrillation auriculaire en ville. Et donc ces facteurs, on va aussi les retrouver en réanimation, mais en réanimation, il y a beaucoup plus de facteurs qui sont aussi associés. En effet, on va avoir un patient qui a une chirurgie qui va entraîner une inflammation, une infection qui va entraîner une fibrose accélérée au niveau du myocarde, une hypervolémie qui va entraîner une dilatation atriale. Tout ça va aussi participer au remodelage structurel cardiaque. La tachycardie prolongée, les toxines bactériennes vont entraîner une altération des expressions des canaux ioniques à la surface des myocytes. On va avoir également des dérèglements thyroïdiens qui vont modifier le métabolisme des ions au niveau cardiaque, participer également au remodelage électrique du cœur. On va avoir un certain nombre de triggers également en réanimation qui vont faire passer le patient en fibrillation atriale, notamment des passages des adaptations du respirateur, du sepsis, la présence d'un vasopresseur ou une douleur incontrôlée, qui vont entraîner des stimulus adrénergiques excessifs. On va aussi avoir l'insuffisance rénale aiguë, l'ischémie myocardique, présence d'un cathéter qui vont entraîner des dommages au niveau des myocytes, des déséquilibres ioniques, et donc tout ça va faire passer notre patient finalement en fibrillation auriculaire. Donc on voit qu'en réanimation, on a plein de facteurs qui peuvent expliquer un passage en fibrillation auriculaire, et donc ça explique sa fréquence importante. Ensuite, si maintenant on s'intéresse aux conséquences hémodynamiques, on voit ici à gauche un patient en rythme sinusal et à droite un patient en fibrillation auriculaire. Si on fait un zoom sur l'auricule, on voit une systole auriculaire normale avec une vidange complète et régulière du contenu des oreillettes. A l'inverse, chez les patients en fibrillation auriculaire, on va avoir une contraction anarchique des oreillettes qui ne vont pas permettre de vider le champ des oreillettes. On sait que la systole auriculaire elle a un rôle assez important dans le débit cardiaque, notamment dans la précharge. Elle participe jusqu'à 20% du débit cardiaque. Et on sait que les patients qui vont avoir des cardiopathies diastoliques vont être très dépendants de cette systole auriculaire. Également au niveau ventriculaire, une contraction anarchique qui va empêcher le ventricule de bien se remplir. Et donc aussi avoir un impact sur le débit cardiaque. Tout ça va être exacerbé lors de passages en fibrillation auriculaire rapide, avec une insuffisance cardiaque aiguë et un retentissement hyponémique important, notamment chez nos patients en réanimation. Donc si on s'intéresse maintenant à la prise en charge de l'AFA, il y a deux situations assez caricaturales à séparer d'emblée. Soit l'AFA est mal tolérée, soit elle est bien tolérée. Si l'AFA est mal tolérée, la prise en charge elle est assez caricaturale. C'est le choc cardiaque électrique externe à réaliser en premier. Cependant, on sait que ça ne va pas suffire. En effet, on sait que 40% des patients à 24 heures ou 60% des patients à 48 heures vont redévelopper une AFA derrière. Donc il y a l'intérêt de mettre un traitement qui va permettre de conserver le bénéfice de la réduction. Et ce traitement qui est recommandé par l'ESC, c'est l'amiodarone, avec des modalités qu'on verra un petit peu plus tard. Quand on a une FA qui est bien tolérée, là on a le temps de réfléchir et donc de rechercher un facteur étiologique. Classiquement, on décrit les troubles métaboliques, une désadaptation du respirateur, une hypoxémie, une anémie, la volémie. Est-ce qu'on a un vasopresseur? Est-ce qu'on a une infection? Et donc, on présente une étude qui s'est intéressée à tous ces facteurs en réanimation et à le côté discriminant par rapport aux patients qui n'étaient pas en FA. On voit que ce qui est le plus discriminant, c'est l'hypoxémie, la volémie, que ce soit en hyper ou en hypo, l'existence de catécholamine, et on ne voit pas ici, mais un sepsis.
À l'inverse, les troubles métaboliques n'étaient pas forcément discriminants entre des patients qui faisaient de l'AFA ou pas. Ensuite, il y a deux grandes options pour traiter notre FA. Est-ce qu'on va privilégier un contrôle de la fréquence cardiaque avec pour objectif de diminuer la fréquence cardiaque en dessous de 110 battements par minute, ou est-ce qu'on va choisir de réduire la fibrillation auriculaire en repassant au rythme sinusal et donc en rétablissant une systole auriculaire? Comment est-ce qu'on va choisir entre ces deux stratégies? La grande question, c'est de savoir si la FA a un impact hémodynamique dans la situation vis-à-vis de la situation de mon patient en réanimation. Donc est-ce qu'elle est finalement innocente ou pas par rapport à son état hémodynamique? Il y a plusieurs questions à se poser. En premier lieu, est-ce que on a une tachycardie importante? En effet, si on pense qu'on a une tachycardie supérieure à 150 battements par minute, on peut penser que la FA a un impact hémodynamique important. Si on a un antécédent de FA, notamment les patients en FA chronique, c'est des FA qui vont être durs à réduire et avec un impact hémodynamique qui n'est pas certain. Si la FA précède l'instabilité, avec un argument chronologique, de savoir si ou non elle suit l'instabilité pour une santé ou pas. Est-ce qu'on a une autre cause évidente d'instabilité? Et enfin, est-ce qu'on a une cardiopathie sous-jacente qui nous ferait penser que le patient tolérerait mal son passage en fibrillation auriculaire, avec en particulier une hypertension pulmonaire, une sténose mitrale ou une dysfonction diastolique. Donc, si on pense que la FA n'a pas d'effet par rapport à l'hémodynamique, on privilégiera plutôt un contrôle de la fréquence, et si on pense qu'elle a un effet, on privilégiera plutôt un contrôle du rythme en cherchant à rétablir une systole auriculaire. L'échographie aussi, elle peut nous aider dans ce raisonnement. En effet, si on voit une valvulopathie, en particulier une sténose mitrale, ou si on voit une dysfonction cardiaque gauche, on peut penser que le patient bénéficiera d'un rétablissement de la systole auriculaire. A l'inverse, si on a une dilatation de l'oreillette gauche, donc ça signe plutôt une FA chronique, donc on aura plus de mal à la réduire et sans impact hémodynamique forcément bénéfique. Le cut-off qu'on retient en échographie, c'est 32 ml par mètre carré, avec une mesure qu'on fait en télésystole à la base de 2 feuillets nitraux par la méthode de Simpson. C'est une méthode possible. Si la FA est bien tolérée, le premier message, c'est dans cette étude en cardiologie, on voyait que jusqu'à 60% des patients finalement repassaient en rythme sinusal dans le groupe placebo, donc si on ne faisait rien. Donc c'est un message important pour nous pour nous dire de ne pas forcément être très agressif dans la prise en charge des FA, en tout cas dans les premières 24 heures. Si on choisit un contrôle du rythme, on va avoir deux molécules principalement dans cette stratégie, le magnésium et l'amiodarone. Le magnésium, c'est un médicament qui a très peu d'effets secondaires, qui a un effet synergique avec les autres antiarythmiques, qui a également un effet bradycardisant pour un contrôle de la fréquence, et qui est efficace. Donc, si on regarde cette méta-analyse qui s'est intéressée au potentiel de la réduction du magnésium contre placebo chez des patients qui venaient de développer une FA, on voit ici qu'avec des doses inférieures à 5 grammes, on arrive à significativement améliorer, en tout cas réduire les patients. Avec des doses supérieures à 5 grammes, il ne semble pas y avoir de bénéfice. Et donc en pratique, on peut préconiser de faire une dose de 2 grammes sur 10 à 20 minutes IVSE, de voir si on a un effet, de répéter une fois la dose. Si ça ne suffit pas, on passera à la seconde ligne. La seconde ligne, c'est l'amiodarone, qui a donc un effet maintenant bien démontré pour réduire la fibrillation auriculaire, avec ici les recommandations ESC, qui recommandent plutôt de faire une dose initiale pour la cardioversion IV, 5 à 7 mg/kg. Et tout en sachant que là, il préconise de faire un entretien IV, sachant que cette voie peut avoir plusieurs conséquences, des phlébites si on utilise des voies veineuses périphériques, et ça peut également avoir un effet hémodynamique. Donc l'alternative, c'est de faire une dose d'entretien en V. Le message également, c'est que même si on n'a pas forcément une réduction immédiate après la dose de charge, on peut avoir une réduction dans les 24 heures avec la dose d'entretien. Cependant, l'amiodarone, c'est un médicament qui n'est pas anodin, qui a plein d'effets secondaires, dont le plus grave, c'est les effets pulmonaires. Maintenant, c'est plutôt bien décrit les cas de fibrose. Donc, dans cette revue, il y avait le cas d'un patient qui est mis sous amiodarone en juillet 2019,
et qui, donc 3 mois plus tard, en octobre 2019, développe cette radiographie thoracique avec ce scanner, donc une fibrose finalement assez importante. Donc le message pour nous en réanimation, c'est qu'on met un médicament, nous, en réanimation, qui permet de réduire le patient. Et si nous, on ne l'arrête pas, ou si on laisse le patient sortir avec le traitement, on ne sait pas ce qui va être fait. Et potentiellement, on s'expose à des effets secondaires importants. Il y a également d'autres messages sur les effets de l'amiodarone de manière aiguë. Il y a une littérature assez ancienne sur des cas de toxicité aiguë de l'amiodarone qui sont décrits dans cette revue. Ça touche surtout des patients en post-opératoire de chirurgie cardiaque, assez hypoxémiques, c'est significatif pour les patients qui ont une FiO2 à 100%. Ça donne une étape à type de SDRA avec une mortalité importante. Donc probablement que ce phénomène il a peut-être un effet en réanimation chez des patients de manière plurifactorielle. Donc on a le cas de ce patient en préopératoire d'un adénocarcinome du cardia, qui a une radio thoracique normale et un scanner normal, qui va développer une fibrillation atriale en post-opératoire, donc qui va être mis sous amiodarone, qui à 7 jours va développer cette radio, et finalement à 17 jours le scanner qu'on voit à droite. Avec finalement un patient qui va décéder et dont l'analyse post-mortem de ses tissus bronchiques montrera une analyse en faveur d'une toxicité de l'amiodarone. Donc c'est probablement quelque chose qui est rare, mais qui peut avoir en tout cas un effet chez nos patients qui sont très hypoxémiques en réanimation. Donc les recommandations SC vont dans ce sens. Quand on découvre une fibrillation auriculaire chez un patient stable, le premier traitement à mettre en place, c'est les bêta-bloquants. On retrouve ici l'algorithme de l'ESC. Qu'on ait une fraction d'éjection contrôlée ou diminuée, le traitement de première ligne, c'est les bêta-bloquants. La contre-indication, c'est les bronchopathies sévères. En deuxième ligne, on peut associer un inhibiteur classique ou de la digoxine. Et ici, chez les patients qui ont des fractions d'éjection réduites, en deuxième ligne, on peut envisager le modérone, mais ça n'arrive qu'en deuxième ligne. Et en troisième ligne, habituellement, associer les 3 thérapeutiques. Donc finalement, quel est l'impact de ces médicaments en réanimation? On voit ici une revue de ces médicaments avec premièrement leur impact hémodynamique. Les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants, on sait qu'ils ont un fort effet hypotenseur. Ils vont avoir des effets de vasodilatation périphérique qui sont inotropes négatifs. A l'inverse, la digoxine et l'amiodarone, ils ont vraiment peu d'effets hémodynamiques et donc ils sont plus sûrs de ce côté-là. Les contre-indications, ça va être la décompensation cardiaque aiguë pour les inhibiteurs calciques et les bronchopathies sévères pour les bêta-bloquants. Les troubles ioniques et l'insuffisance rénale aiguë pour la digoxine, ce qui en fait un médicament pas forcément très facile à manier en réanimation. Et l'amiodarone, principalement les pathologies thyroïdiennes. D'autres facteurs à prendre en compte, c'est l'index thérapeutique étroit de la digoxine, qui en fait encore un bon candidat pour la réanimation. Les effets secondaires importants qu'on a vus avec l'amiodarone. Et aujourd'hui, avec les bêta-bloquants, on a des bêta-bloquants donc de très faible durée d'action, qui sont hautement cardiosélectifs. Donc on pense qu'on va pouvoir s'affranchir des effets hémodynamiques potentiellement délétères. On a ici le landiolol qui a une demi-vie de 4 minutes et une cardiosélectivité très importante. On a une première étude ici qui s'intéressait au landiolol, une étude expérimentale sur des cœurs de lapin. On voit ici le landiolol en noir et l'esmolol, qui est aussi un bêta-bloquant cardiosélectif, moins que le landiolol. On voit ici la fonction cardiaque gauche avant de les mettre sous traitement. Ici, dans le groupe landiolol, après avoir mis le traitement, on voit que globalement, la contractilité cardiaque est maintenue avec une augmentation des doses de landiolol. Et le message important aussi, c'est qu'on a un retour à la normale après arrêt des thérapeutiques. Donc, fort de ces études, on a essayé de faire des études chez des patients en réanimation. On a ici une étude qui s'est intéressée au landiolol chez des patients en choc septique en réanimation qui présentaient une tachyarrhythmie. Dans cette étude, on a seulement 20% de fibrillation auriculaire, mais c'est chez des patients en choc septique, 90% dans les deux groupes.
et sous catécholamine, donc des patients hautement instables. On voit ici l'effet sur la fréquence cardiaque en fonction du temps, chez les patients dans le groupe contrôle et chez les patients dans le groupe landiolol. Donc les patients dans le groupe contrôle, c'était soit le traitement du choc septique, soit un traitement par amiodarone chez les patients en fibrillation atriale. Donc on voit qu'on a une diminution de la fréquence cardiaque sans en tout cas avoir l'impression d'avoir des bradycardies extrêmes. Sur la fonction hémodynamique, on a ici le groupe contrôle, la tension systolique, la tension diastolique, et dans le groupe landiolol, la tension systolique et la tension diastolique. Donc on a l'impression qu'on a une hémodynamique conservée chez ces patients. Donc ça, c'est des données qui sont assez importantes parce que c'est des patients qui sont quand même très instables et chez qui ce médicament semble être sûr. Maintenant, chez les patients en post-opératoire de chirurgie cardiaque, donc des patients qui sont très à risque de passer en fibrillation auriculaire, des patients qui avaient principalement des pontages coronaires ou des remplacements valvulaires, avec une étude qui avait 50 patients. On voit ici la proportion de patients convertis en rythme sinusal dans le groupe amiodarone versus le groupe landiolol, avec une différence qui était significative entre les deux groupes en faveur du landiolol. Et encore une fois, des données qui sont rassurantes sur l'hémodynamique des patients. On voit ici pas plus d'hypotension dans le groupe landiolol, voire même moins. Et pas d'épisode de bradycardie incontrôlée. Donc, qu'est-ce que nous dit l'HAS sur le landiolol? C'est dans un message de 2019. Il parle de l'utiliser dans la fibrillation, le flotteur auriculaire et la tachycardie sinusale non compensatoire en péri et post-opératoire. Donc nous, notre sentiment, c'est qu'au vu des études qu'on a montrées, que ce médicament il pourrait être utilisé chez des patients en réanimation. Donc, je vais vous proposer un algorithme de prise en charge de la fibrillation atriale en réanimation. Donc, premièrement, est-ce qu'on a une FA rapide? Est-ce qu'on a une instabilité hémodynamique? Et est-ce qu'elle est imputable à la FA? Si oui, alors le traitement, ça va être en urgence de faire un choc électrique externe, une dose de charge d'amiodarone et un entretien IVSE. Si ce n'est pas le cas, on a le temps de rechercher un facteur déclenchant et de le corriger. Si ça persiste, et qu'on a par exemple une instabilité hémodynamique qui n'est pas imputable à la FA, la question, ça va être de savoir est-ce qu'on a un bénéfice ou non à réduire cette FA. Si on pense qu'on a un bénéfice à le faire, si notamment on a un rythme de tachycardie importante, si on a une cardiopathie sous-jacente, alors là on pourra faire du magnésium puis de l'amiodarone. Si au contraire on pense qu'il n'y a pas de bénéfice à réduire, avec une tachycardie qui est peu importante, une FA chronique, on pourra mettre le patient sous landiolol. Si la FA est bien tolérée, qu'on a une FEG préservée ou non, on pourra également mettre le patient sous esmolol, landiolol ou bisoprolol. Et si jamais on n'y arrive pas, on peut éventuellement tenter de la digoxine et en dernier recours, mettre le patient sous amiodarone. Voilà un petit peu notre vision de la FA en réanimation.